plaisir d'ouvrir la 4e édition du congrès de la SMF à Dijon par l'exposé de Silvia Sertati, qui nous vient de Sorbonne Université. Elle est aussi, si je comprends bien, elle est aussi Silver Professor Mathematics in SIMS à l'Université de New York. Voilà, qui va nous parler des systèmes de cours. Merci beaucoup, donc merci de l'invitation, c'est un plaisir d'être là. Et je vais essayer de vous parler de diverses problématiques autour de systèmes de points en interaction de type Coulomb qui font intervenir des techniques de maths assez variées venant de l'analyse, des probabilités, un petit peu de théorie des nombres, géométrie aussi, bon je n'aurai pas le temps de parler de tout, mais voilà, l'idée c'était de vous donner un petit panorama du genre de questions et de résultats qu'on peut avoir là-dessus. Donc on va commencer par regarder ces interactions toujours singulières et répulsives. Donc le noyau d'interaction va s'appeler G de x et c'est une puissance inverse de la distance. Donc ici 1 sur S, x puissance S, donc pensez à S quelque chose de positif et plus petit que D, D ça va être la dimension de l'espace. Et donc on appelle ça aussi un noyau de risque. Et le cas particulier S égale 0, quand on fait le développement, on voit qu'en fait c'est pareil que de prendre l'interaction logarithmique avec un point de base, c'est toujours, voilà, toujours positif et répulsif, on appelle ça le cas logarithmique. Et donc le cas Coulomb qui est particulièrement intéressant pour les motivations physiques en particulier, c'est toujours S égale D-2, où D est la dimension. Donc en dimension 1, c'est, bon, en fait ce serait moins norme de x, en dimension 2 c'est bien moins log x, en dimension 3 c'est bien 1 sur x, etc. Okay, donc maintenant on va considérer un grand nombre de particules qui vivent dans l'espace de dimension D et où on calcule l'énergie qui est la somme des interactions par paire entre tous les points. D'accord, donc quand xi se rapproche de xj, ça tend vers g de 0 qui est toujours au plus l'infini dans ces cas-là. Et donc c'est le côté singulier de l'interaction, c'est pour ça qu'il faut enlever le i égale j. Et on rajoute éventuellement ce qu'on appelle un potentiel de confinement qui est juste fait pour que les particules restent dans une région bornée de l'espace, sans quoi, à cause de la répulsion, elles auraient tendance tout simplement à partir à l'infini. Sinon, on peut aussi se mettre sur une variété, quelque chose de compact, pour éviter ça, le corps. Il y a plein de façons de faire, mais disons que là, on va dire ça. Voilà, donc quel genre de questions on a envie de regarder? Ben, première question simple, c'est déjà comprendre ce que font les minimiseurs de cette énergie, quand le nombre de points tend vers l'infini. Deuxième type de question, c'est de regarder des questions d'évolution. Par exemple, ici, on écrit le flot gradient pour le système de particules où chaque point a une vitesse, donc ici compte la vitesse, égale à une sorte de moyenne du gradient de l'énergie de la force, on peut dire, générée par toutes les autres particules, donc le gradient par rapport à la position ici. Okay, donc ça, c'est le flot gradient classique. Ici, il y a d'autres variantes qui sont des flots conservatifs qui conservent l'énergie quand on a un opérateur antisymétrique devant, ou bien la loi de Newton qui est l'accélération égale à la force ressentie par chaque particule. Et là, j'ai mis en bleu, si on veut, on peut rajouter une diffusion, c'est-à-dire ici un groupe à mouvement brownien, du bruit pour, voilà. C'est aussi des problèmes intéressants. Et un troisième type de question dont je peux parler, c'est de regarder les mesures de Gibbs associées à ces énergies. Donc là, c'est de faire de la mécanique statistique et de regarder ces lois de probabilité qui sont proportionnelles à exponentielle moins bêta fois l'énergie. Et bêta, c'est comme d'habitude en physique statistique, c'est l'inverse de la température. Et Zn bêta, c'est la normalisation. Donc ça, c'est une probabilité. Et évidemment, ce truc-là est naturellement lié à ces évolutions-là. On peut y penser comme la mesure invariante. Bon,
certains régimes. J'ai pas scalé comme il fallait, mais voilà. Donc pourquoi s'intéresser en fait à ce genre de modèle, de système? Je vais passer assez rapidement, mais déjà dans les problèmes, on ne met pas de température, on regarde juste les minimiseurs de l'énergie. Il y a pas mal de problèmes de physique qui vont intervenir des tourbillons ou des vortex. Donc physique des fluides classiques ou physique des superfluides ou supraconducteurs. Et dans ces cas-là, ces tourbillons, ces vortex, on peut les voir comme des points qui interagissent dans le... Bon là je suis dans une situation dans le plan, mais c'est assez classique d'être dans le plan, qui ont une interaction logarithmique bidimensionnelle. Donc c'est exactement un cas que j'avais écrit là. Donc c'est le deuxième cas. D'accord, et on voit que ces points se repoussent. Et d'ailleurs, c'est ici les images, c'est les images des vortex dans le supraconducteur à l'équilibre sous l'effet de leur répulsion et un certain effet de confinement qui est dû à un champ magnétique. Vous voyez les arrangements de points sont très frappants sur cette image. Ça s'appelle le réseau d'Hazeltine. Deuxième univers où on rencontre ce genre d'interaction, c'est la théorie de l'approximation. Les points de Fekete, les points d'interpolation pour le calcul numérique, en fait, nous amènent à essayer de minimiser des interactions logarithmiques ou des interactions de risque. Donc là, par exemple, c'est fait sur une sphère. Et vous voyez, ça c'est l'arrangement des points. Donc c'est une façon d'essayer d'avoir des points bien distribués sur une variété simple comme la sphère. Et de nouveau, on a un arrangement intéressant. Donc on voit que bon, les points sont distribués assez uniformément, mais l'organisation, disons microscopiquement, ça devient intéressant. Et en fait, une des extrêmes, disons, de ce genre de problème, c'est les problèmes d'empilement optimaux de sphères. Donc, si vous prenez des sphères dures et que vous essayez de les empiler dans l'espace, en mettant le maximum possible dans un volume donné, en fait, formellement, ça correspond à prendre les interactions de risque dont j'ai parlé avec S égale plus l'infini. Donc, je reviens encore à ma définition. Voilà, si vous voulez, c'est le cas S égale plus l'infini. Donc, il y a toute une sorte de famille de problèmes quand on varie S. Et les situations avec température, dont je parlais de mécanique statistique, en fait, une des motivations, ça vient de la théorie des matrices aléatoires, qui elle-même, en fait, vient de la physique aussi, parce que ces ensembles de matrices aléatoires ont été introduits pour essayer de comprendre les spectres de grands atomes. Et donc, si vous connaissez un petit peu, il y a ce qui s'appelle l'ensemble de J libre. Donc, c'est un ensemble de matrices carrées de taille grand N par grand N, à coefficients complexes, et on se dit, ok, on veut faire une matrice aléatoire, donc on veut tirer les coefficients au hasard, et la loi la plus simple à laquelle on peut penser, c'est simplement de mettre des coefficients gaussiens IID. Et quand on calcule la loi des valeurs propres, on trouve qu'elle est comme ça, elle est proportionnelle à l'exponentielle somme de log de xi moins xj. Donc les xi, c'est les valeurs propres qui vont être dans le plan complexe. Et ici, vous avez un potentiel de confinement quadratique. Et donc là, vous voyez, vous avez exactement exponentielle moins l'énergie que j'avais, qui était ici logarithmique, moins somme des logs. Ok, donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que les valeurs propres de ce système de matrice aléatoire interagissent et se repoussent logarithmiquement, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas tellement envie d'être au même endroit. Donc c'est exactement le système de Coulomb 2D à la température particulière bêta égale 2. Donc en gros, ce que je dis, c'est juste que ça, c'est un cas particulier de ça. D'accord ? Avec bêta égale 2 et l'interaction logarithmique. Et il y a deux autres variantes de ce modèle qui s'appellent le GOE et le GUE comme ensemble gaussien orthogonal et gaussien unitaire. Et là, c'est la même chose. On a ces matrices avec des coefficients ID gaussiens
de la matrice, donc soit réelle symétrique, soit complexe hermitienne. Et du coup, les valeurs propres sont sur la droite réelle. Et du coup, on a une loi sur la droite réelle 1D. Donc c'est un logasme, mais cette fois 1D. Avec de nouveau un potentiel de confinement quadratique. Donc vous avez une sorte de gaussienne qui reste là, si vous voulez. Et une température particulière, bêta égale 1 ou 2. Donc il y a une très grande littérature sur ces ensembles-là, qui sont bien compris, bien étudiés. On s'est calculé plein de choses grâce au fait que ça vient d'un modèle de matrice aléatoire. Mais quand on n'est pas dans ce cas particulier d'interaction logarithmique en dimension 1 ou 2, on n'a pas ces modèles de matrice. Donc disons, en fait, c'est beaucoup plus délicat de voir ça comme ça. La mécanique quantique fournit aussi pas mal de situations où on rencontre ce genre de lois. Et la mécanique statistique, finalement, elle nous amène aussi à considérer exactement le genre d'interaction qui était là pour l'interaction coulombienne ou bien de risque, parce qu'on peut voir simplement ça comme un modèle classique pour la matière, où les particules interagissent de manière coulombienne, donc en négligeant les effets quantiques. Donc ça a été beaucoup étudié dans la littérature de physique statistique de ce point de vue-là. Ok, donc après nous avoir donné ces quelques motivations, je vais commencer à essayer de décrire ce qu'on sait sur les distributions des points pour ces systèmes. Donc la question naturelle, une façon de la formuler, c'est de dire on va regarder la mesure empirique, c'est-à-dire on met une masse de Dirac en chaque point, on fait la somme, on divise par n, c'est trop bas, et on va regarder s'il y a une limite quand n tend vers l'infini, et ce qu'elle est. Donc dans un premier temps, pensons juste à étudier des minimiseurs de l'énergie. Donc je rappelle ce qu'était l'énergie ici. Et en fait, on peut l'exprimer plus ou moins en fonction de la mesure empirique. Et quand on l'écrit en fonction de la mesure empirique, ça ressemble très fort à cette énergie-là. En fait. Donc on peut la réexprimer sous forme intégrale. Et ici, on aurait la mesure empirique. Voilà, alors l'énergie qui est en rouge, en fait, on peut la formuler sur toutes les mesures de probabilité. Elle est bien définie si la mesure est en fait suffisamment régulière. Et c'est une énergie convexe, et en fait elle est coercive. Donc grâce à tout ça, on peut montrer qu'elle a un unique minimiseur parmi les mesures de proba. Et ce minimiseur, ça s'appelle la mesure d'équilibre, ou la mesure de Strassmann. Donc c'est une sorte de classique de la théorie du potentiel. Et bien que ce ne soit pas tout à fait vrai, parce qu'on ne peut pas vraiment mettre la mesure empirique là, à cause de l'auto-interaction des points qu'il faut enlever. Mais c'est quand même vrai que les minimiseurs vont se comporter comme les minimiseurs de ça, donc vont se comporter comme la mesure empirique. Donc en fait, grâce à ça, on arrive à montrer que la mesure empirique converge vers la mesure d'équilibre qui va s'appeler mu-v, parce qu'elle dépend de v, mais bon, elle dépend aussi de g. Voilà, et on aura aussi l'ordre principal du minimum de l'énergie qui va être comme n carré fois le E de mu. Donc ça, c'est déjà la première compréhension du problème. On peut remarquer que tout ça, ça fait sens, quelle que soit l'interaction. En fait, il faut juste qu'elle soit intégrable près de 0, et c'est ça qui nous impose que S doit être plus petite que la dimension, sinon ça ne serait jamais fini. Et c'est aussi pour là qu'il faut que V croisse à l'infini pour que cette énergie soit suffisamment coercitive. Donc les exemples classiques, c'est si vous avez une situation radiale, donc par exemple un potentiel de confinement quadratique, là, dans le cas Coulomb, la mesure d'équilibre, on peut l'identifier comme étant l'indicatrice d'une boule normalisée correctement. Donc vous voyez là ici les points répartissent uniformément sur une certaine boule unité. Un autre exemple très célèbre, c'est la mesure d'équilibre pour l'interaction logarithmique 1D avec potentiel de confinement quadratique. À ce moment-là, c'est la mesure qui a un graphe qui fait exactement un demi-cercle.
C'est la loi du demi-cercle de Wigner qu'on rencontre fréquemment en matrice aléatoire. Et ici, l'image, c'est un histogramme de valeur propre d'un ensemble de matrices aléatoires. Voilà, donc la mesure d'équilibre, bon, ben, on l'étudie, on la caractérise, on étudie sa régularité. Parfois, on peut la calculer, mais en général pas. On peut la caractériser, mais pas la calculer. Alors, deuxième approche maintenant pour regarder les mesures empiriques, pas seulement pour les minimiseurs, mais on va regarder pour les évolutions dynamiques. Donc là, je vais me placer pour simplifier dans un des cas qu'on avait écrit avant, qui est le cas du flot gradient, sans bruit. Donc ici, chaque particule bouge avec une vitesse égale à ça, avec moins 1 sur n, la somme des gradients de g de xi moins xj pour tous les j qui ne sont pas égaux à 1. Et quand on regarde ce que devrait faire la mesure empirique de ça, ben on peut formellement deviner que si la limite est mutée, elle va résoudre cette équation, qui est une sorte d'équation de continuité, où la dérivée en temps de muter est égale à la divergence du gradient. Donc là, il y a une convolution de g avec muté qui intervient, parce qu'en fait, ici, vous voyez, vous pouvez voir ça formellement comme le gradient g convolé avec la mesure empirique et évalué en xi. Donc c'est exactement ça qu'on trouve formellement. Une autre façon de le voir, c'est vous regardez que vous avez toujours cette identité pour une masse de Dirac en mouvement. Donc ça s'appelle aussi l'équation du champ moyen. Donc MF ici, c'est comme min field. Donc c'est l'aspect champ moyen, c'est que chaque particule, comme on l'a vu, ressent la moyenne des sortes de forces engendrées par les deux. Bon, donc comme je ne vous parlerai pas, mais il y a d'autres versions évidemment avec le bruit, dans les cas conservatifs, pour le deuxième ordre. Et donc la difficulté, c'est de démontrer ça, parce qu'on peut le voir formellement, mais d'un point de vue d'analyse, de DP, on va dire, c'est difficile parce que on a quelque chose de non linéaire ici. Vous voyez, vous avez du mu, vous ne pouvez pas passer à la limite dans ce genre d'équation trop facilement. Et en plus, l'interaction est singulière, donc ça rend cette convergence difficile. En fait, c'est resté une question ouverte pendant assez longtemps. Donc, ici, je vais vous présenter une méthode qu'on a introduite qui permet de répondre à ce genre de questions et qui va servir aussi dans la suite. Donc, l'idée, c'est d'introduire une certaine métrique basée sur l'énergie elle-même et qui va nous permettre de mesurer la distance de la mesure empirique à sa limite, de trouver la convergence. Donc dans un premier temps, on la pense comme ça. Donc si on a deux probabilités mu et nu, on veut définir la norme de mu moins nu au carré comme étant cette intégrale double. Donc ici, le g, c'est toujours mon interaction répulsive, et puis on intègre deux fois par rapport à mu moins nu. Donc en fait, pour ceux à qui ça parle, on peut voir ça en réalité comme une norme de Sobolev, une norme de Sobolev négative, parce que si on le voit en Fourier, là c'est juste la transformée de Fourier de G multipliée par celle de mu moins nu au carré. Et comme la transformée de Fourier de G, c'est une puissance inverse de xi, ça s'exprime comme une norme en fait assez classique. Mais voilà, donc ça c'est bien une métrique grâce au côté répulsif, disons, de G. Mais le problème c'est que cette métrique, on ne peut pas y mettre de mesures empiriques parce que voilà, donc si vous mettez ici des mesures empiriques, vous allez voir l'auto-interaction des points, vous allez voir G de 0 et ça va faire l'infini, donc ça marche pas, ce serait infini. Donc l'idée c'est une variante de ça, on fait la même chose, on met la mesure empirique, mais on enlève bien la diagonale. Du coup, on n'a pas les auto-interactions, on les enlève. Et quand on fait ça, le problème c'est que on a a priori perdu le fait que c'était une bonne métrique. Donc c'est pas clair de dire que ce soit positif par exemple. Mais bon, ça va marcher quand même.
dynamique pour des mu qui sont égaux à la limite attendue, mutée, donc ça change en temps. Quelque chose qui évolue en temps. Ok, donc xn, c'est ma configuration complète. Grand xn, c'est toute la configuration de points. Petit mu, c'est une mesure de référence que je me donne, une mesure de proba. Et donc, par exemple, on va prendre la solution ici de l'équation de champ moyen atomique. Okay, donc je vois ça comme une sorte de distance entre ma configuration et la mesure de référence attendue. Et donc un truc important, c'est que on peut reformuler cette quantité. On appelle ça une formulation électrique. Disons, dans le cas de Coulomb, c'est vraiment une formulation électrique. Donc là, je vais vous présenter le cas de Coulomb pour simplifier, mais il y a pas mal de choses qu'on a pu étendre au cas RIS dont j'ai parlé au début. Donc pour décrire ça, il faut parler du potentiel électrique engendré par la configuration de grand Xn, donc on va l'appeler Hn. Alors il dépend de grand Xn, mais très vite la dépendance va disparaître. Hein. Et donc comme en cours de physique, le potentiel c'est défini comme la convolution de G avec la distribution de charge. Donc je me donne cette distribution de charge singulière, somme des delta ici, divisé par L, et je soustrais la mesure de référence. Donc on voit maintenant le système comme un système neutre électrostatiquement, avec des plus, grand N plus, et puis des moins qui sont une distribution de charge mu. Par exemple, ça peut être aussi la mesure d'équilibre. Voilà, donc la convolution, hein, c'est l'intégrale de G, de x moins y, etc. Donc, ce qui est important dans le cas Coulomb, et qui est vraiment spécifique au cas Coulomb, c'est que ce truc-là vérifie une équation de Poisson. Donc, autrement dit, le G, dans le cas Coulomb, c'est la solution fondamentale du Laplacien. C'est ça qui rend le cas Coulomb très particulier. Le Laplacien, c'est un opérateur qui a plein de propriétés excellentes, et en particulier, c'est un opérateur local. Si vous prenez un G général et que vous faites cette opération, vous aurez un opérateur non local. Voilà, donc ici, on trouve ça. Et grâce à ça, on peut réécrire la quantité dont j'avais parlé. On va la voir comme, on va formellement, ici, on est en train de convoler G avec cette distribution. Donc c'est exactement le H, N. Et puis on a encore à réintégrer contre la distribution. Mais ça, par la ligne du dessus, c'est à peu près le Laplacien à une constante près. Donc on écrit ça comme ça, c'est exactement ça. Et maintenant, on applique la formule de Green, ou l'intégration par partie, pour transformer ça en une intégrale de gradient du potentiel. Donc Hn, c'est le potentiel électrique au carré. Là, d'un point de vue physique, c'est exactement le potentiel électrique. Donc c'est l'interaction totale, si vous voulez, de l'interaction de Coulomb totale de ce système. On peut le réécrire comme une intégrale simple du gradient du potentiel au carré. Et ça, c'est très, c'est très utile, parce que cette réécriture nous permet d'une certaine manière, de nous dispenser de regarder toutes les interactions par paire. Donc au lieu de penser à tout le monde ici interagir avec tout le monde là, on pense juste en termes du potentiel H, du potentiel électrique, et maintenant les choses sont localisables en espace. Donc on peut demander par exemple combien il y a de cette quantité là dans une petite partie de l'espace. C'est extensif, si vous voulez, c'est additif, ça permet de faire des copier-coller de configuration, des choses comme ça. Alors la seule chose, c'est qu'ici, le calcul que j'ai fait est pas correct. Et il n'est pas correct à cause de la diagonale ici qu'il faut enlever. Donc j'ai pas le droit, c'est complètement illicite. Et en fait, ces intégrales-là sont infinies, parce que, à cause de l'auto-interaction qui est infinie. Mais qu'à cela ne tienne, on a une façon de gérer ça, que je ne vais pas décrire, mais qui est une manière de renormaliser en quelque sorte ces intégrales divergentes, en utilisant une méthode de troncature du potentiel qui marche bien,
qui permet de donner un sens, voilà, un sens renormalisé à cette égalité. Alors comme je vous ai dit, j'ai présenté le cas Coulomb, mais il y a des façons de faire pour les cas RIS, en particulier quand S est entre T-2 et T, tout est déjà fait. Quand S est plus petit que D-2, il y a encore des choses à faire. Ce sera fait. Voilà. Donc l'idée, comme j'avais dit, c'est qu'on va essayer de dériver en temps cette énergie modulée pour voir que la mesure empirique converge bien vers le truc attendu. Donc ici, muté, on met ici la solution de l'EDP attendue, et ici, on met la solution de l'EDO, du système d'EDO, des particules qui bougent. Et quand on dérive en temps, en utilisant l'équation et tout, on trouve des termes comme ça. On trouve des termes qui sont de nouveau des intégrales doubles avec un noyau un peu différent qui fait intervenir un champ de vecteur V qui est en fait le champ de vecteur vitesse de l'évolution limite. Et pour terminer l'estimé, en fait, on voudrait appliquer le lemme de Grandval. Donc on voudrait montrer que d sur dt de Fn, c'est plus petit qu'une constante fois Fn. Si on peut montrer ça, on aura par Grandval qu'au moins pour un temps fini, si on part initialement d'un Fn qui est petit, ben, on trouvera un Fn qui reste exponentiellement exponentielle Ct fois quelque chose de petit, et on aura prouvé la convergence. Donc toute la question, c'est de montrer que ça, c'est contrôlable par le Fn lui-même. Et donc le travail est là, et en fait c'est vrai. Donc on a une inégalité fonctionnelle, en fait, c'est-à-dire qui ne dépend absolument pas de la dynamique sous-jacente ou de ce que font les points. En fait, c'est vrai pour toute famille de points, toute mesure de proba suffisamment sympathique, et tout champ de vecteur V qui est Lipschitz, donc ici c'est la dérivée de V dans l'infini qui sort devant. On arrive à majorer tout ça par le Fn plus quelque chose de petit qui est une puissance de n négative qu'on peut rendre explicite. Et ça s'appuie sur la formulation électrique et bon, des idées qu'on a utilisées qui consistent à voir ce genre de termes comme des estimés de commutateurs ou bien une structure de tenseur énergie-impulsion. Donc il y a, si vous voulez, une sorte de travail d'analyse fonctionnelle qui est derrière ça. Mais avec cette inégalité, on arrive à fermer le truc, donc à appliquer Grandval, et à démontrer le théorème désiré, qui est que si on a cette dynamique de coefficient, si la donnée initiale a certaines propriétés sympathiques, c'est-à-dire que sa limite, donc le mu0 si vous voulez, est suffisamment régulier, que l'énergie initiale est petite, donc l'énergie Fn initiale est petite, donc cette distance initiale est petite, alors la distance va rester petite pour un intervalle de temps fixé, et on a la convergence voulue des mesures empiriques. Voilà, donc ça marche tant que la solution limite est suffisamment régulière. Donc après, il y a une question 2dp, d'analyser cette équation limite, de vérifier qu'elle a bien des solutions régulières, si on part d'une donnée initiale régulière, et voir si par exemple une solution reste définie pour tout temps, etc. Donc ensuite, tout ça a été étendu, quand on rajoute du bruit, c'est la méthode d'énergie libre modulée, qui a été définie par Bress, Jabin et Wang. On s'est intéressé à la question de savoir si on peut avoir ce genre de convergence uniformément en temps et pas seulement sur des intervalles fixes. Donc avec Grandval, essentiel CT, ça va être difficile, donc il faut faire quelque chose de plus, etc. Voilà, donc maintenant je vais revenir au problème, peut-être au problème du début, quand on avait les minimiseurs, donc on oublie la dynamique. On revient aux minimiseurs, donc on avait vu que voilà, l'ordre principal, c'est qui converge vers la mesure d'équilibre. Et voir ce qu'on peut faire au-delà de l'ordre principal. Donc qu'est-ce qui se passe derrière, quel est l'ordre suivant, par exemple, dans le développement de l'énergie, etc. Et en fait, on se rend compte qu'on a une sorte d'identité algébrique, de découpage de l'énergie qui est à peu près vrai, donc là j'ai un peu triché, mais
c'est vrai que pour toute configuration Xn, on peut en quelque sorte développer autour de la mesure d'équilibre μV et voir que l'énergie Hn de Xn, c'est n carré fois l'énergie du μV, donc c'était le E de μV, l'énergie continue dont on avait parlé avant. Donc ça c'est quelque chose de fixe, qui dépend que de la mesure d'équilibre, plus le Fn que j'ai défini juste avant. Donc en gros, on peut décomposer l'énergie du système d'interaction, l'énergie du système de points, c'est l'énergie de l'auto-interaction de la mesure d'équilibre, plus l'énergie du système neutre où j'ai superposé les points et la mesure d'équilibre avec un signe négatif. C'est juste ça. Et c'est normal que ça soit vrai parce que la mesure d'équilibre, c'est le minimiseur. Donc en gros, on est en train de faire une sorte de développement de Taylor autour du minimum. Donc on récupère la valeur au minimum plus quelque chose de quadratique. Voilà, et donc grâce à ça, on se dit, voilà, maintenant il faut essayer de comprendre juste ce petit bout-là qui est une sorte de correction en fait à l'ordre principal. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est à définir une sorte de limite de ces Fn. Alors pour définir cette limite, en fait, il faut prendre les configurations et il faut les zoomer. Donc c'est un peu comme les images qu'on avait là. Donc les images qu'on avait, je sais pas moi, là par exemple. Vous voyez, vous avez une configuration avec plein de points. Quand n tend vers l'infini, la distance entre les points, ça devient n puissance moins 1 sur la dimension. Vous avez 1 sur n boîtes quoi, pour les particules, donc n puissance moins 1 sur la dimension. Donc vous avez envie de zoomer autour d'un point et de mettre les points à distance 1 les uns des autres. Et ensuite, quand vous faites ça, ça va remplir tout l'espace. Et on essaye de définir une énergie pour ces trucs-là. Donc voilà, l'image c'est un peu ça. Vous avez les points, vous avez envie de zoomer, vous multipliez tout par cette échelle-là, μv de x fois n puissance 1 sur d, et vous trouvez avec des configurations de points qui cette fois sont bien séparées, et quand n tend vers l'infini, elles tendent à remplir tout l'espace. Donc ça va devenir des configurations infinies. Ok ? Et donc les configurations infinies, on va leur définir une énergie, ça va s'appeler grand W. Et comment est défini grand W? On va prendre la formulation électrique qu'on avait avant. Donc là, je reviens ici. J'ai envie de prendre ce Fn et de le réécrire comme ça. Donc là, c'est le cas Coulomb, mais c'est le modèle à comprendre. Et ce truc-là, on peut le passer à la limite. Donc quand on fait les bons scaling d'échelle, etc., ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça sur des boules très grandes. On va normaliser par le volume de la boule et on va faire tendre R vers l'infini. Donc ça va nous permettre de définir une énergie en volume infini. Pour des configurations de points qui vont être des configurations infinies, qui sont toujours neutralisées par cette mesure mu que j'ai en fond, mais qui vient avec un moins. Donc quand on a normalisé correctement l'échelle, ça devient moins 1. Voilà, donc C maintenant c'est une configuration infinie. J'ai un truc comme ça, et ça devient une fonction de ma configuration infinie, neutralisée par un fond uniforme, et les physiciens appellent ça un gélium. Okay, le système de charge neutralisé par un fond uniforme. Voilà, donc on arrive à donner un sens. Alors tout ça, c'est à définir dans un sens renormalisé, ce que je vous ai dit qu'on a triché, etc. On arrive à donner un sens à une interaction totale d'un système de points infinis, ce qui a priori n'est pas évident, parce que si on voulait sommer les interactions par paire, ça ne convergerait pas, puisque l'interaction ne décroît pas assez vite. Et donc l'énergie limite, ça va être le W. Donc l'idée, c'est qu'on va prendre ça et on va passer à la limite dedans et trouver W. Et donc si on veut minimiser l'énergie, il n'y a plus qu'à minimiser le W. Voilà, donc c'est le théorème résumé ici qu'on a montré. Dans ces cas-là, avec Étienne Sandier, Nicolas Rodry, Mircea Petrac, c'est que quand on prend un minimiseur et qu'on zoome en un point choisi uniformément au hasard, disons, on trouve des minimiseurs de cette énergie W. Et alors cette énergie W, donc, que j'ai vaguement définie, maintenant il faut la minimiser. Et là on trouve la réponse est assez amusante, enfin intéressante en tout cas, intriguante. Donc en dimension 1, c'est très facile de minimiser le W. Donc je rappelle, W c'est l'interaction, enfin
charge de fond qui est aussi 1, moins 1. Donc comment on va vouloir se mettre les points? Ils vont vouloir se mettre uniformément, quoi d'autre? Donc, en dimension 1, c'est le réseau Z qui vous donne la valeur du minimum. Donc, je vous rappelle la densité normalisée à 1. Et en dimension plus grande, eh ben, il y a un lien avec ce qui s'appelle la conjecture de Kohn-Kumar. Une conjecture qui a eu pas mal de notoriété ces dernières années, qui date de 2009 en fait. Donc la conjecture disait la chose suivante: il y a des réseaux particuliers. En dimension 2, le réseau triangulaire, donc ce réseau-là où les triangles sont équilatéraux. En dimension 8, le réseau E8, en dimension 24, le réseau lambda 24, qui vont minimiser W pour toutes les valeurs de mon F, là en fait, et en fait pour toutes les interactions qui sont complètement monotones. Donc il y a une condition sur l'interaction qui est la complète monotonie, qui est que en gros les dérivés de l'interaction ont un signe alterné. Ça inclut le problème de l'empilement des sphères, parce que je vous avais dit que ça correspond à S égale l'infini. Voilà. Et donc, cette conjecture a été démontrée en dimension 8 et 24 par Kohn-Kumar, Miller, Radchenko, Vedovka. Et la conjecture est démontrée pour les interactions régulières, mais on démontre que ça implique la conjecture aussi pour W. Donc c'est compris, on a la réponse en dimension 8 et 24, et malheureusement en dimension 2, la conjecture n'est pour l'instant pas prouvée, mais on y croit, donc on pense toujours que c'est le réseau triangulaire qui atteint le minimum. Okay, donc si vous zoomez autour des minimiseurs, vous devriez voir un réseau triangulaire, ce qui correspond quand même assez bien aux images qu'on a vues au début, à ce qu'on a vu dans les supraconducteurs, à ce qu'on a vu sur les points de Fekete sur la sphère, etc. 8 et 24, si jamais on avait des images, ça marcherait bien aussi. Et pour les autres dimensions, à dire vrai, on ne sait pas trop. Hein. Donc ça, ce qu'on sait, c'est que parmi les réseaux de volume 1, le réseau triangulaire est le meilleur. Ça correspond à un résultat de théorie des nombres des années 50 sur la minimisation de la fonction zeta d'Epstein, qui est là. Et en dimension 3, par exemple, on ne sait même pas démontrer qui est le meilleur réseau. Donc, parmi les réseaux humains, on s'attend à ce que ce soit celui-là, mais ce n'est pas démontré. Donc c'est des questions de théorie des nombres assez difficiles, de forme modulaire, etc. Et notez que si vous êtes en dimension assez grande, donc à partir de 10, 11 par là, on ne s'attend pas à ce que les minimiseurs soient des réseaux, et on ne s'y attend pas non plus pour le problème de l'empilement des sphères. Il y a trop d'espace dans les réseaux en dimension grande. Voilà, donc je vais finir à les 5 minutes qui me restent. Juste pour vous dire un petit peu ce qui se passe avec température. Donc on reprend la mesure de Gibbs qui est là. Et la même idée, c'est qu'on va brancher là-dedans ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que Hn c'est n carré fois E de mu v, et puis une correction à l'ordre suivant. Donc cette correction, on a vu qu'elle a comme limite en quelque sorte cette fonction W. Elle nous a donné des informations intéressantes sur la configuration microscopique, enfin sur l'état microscopique des configurations. Et donc à l'ordre principal, on va continuer à avoir la mesure d'équilibre. Ça reste le comportement de l'ordre principal. Mais si on va chercher l'ordre suivant, on va commencer à avoir des effets de température. Donc là, je vous les montre. Donc, vous voyez, la distribution des points, c'est en 2D un log gaz avec confinement quadratique. Donc la mesure d'équilibre, elle est uniforme sur un disque. Donc on doit avoir des points distribués uniformément. Mais quand la température diminue, quand le bêta augmente, la température diminue, je vais vous montrer. Vous voyez que la distribution microscopique, disons le comportement microscopique change. Ça devient de plus en plus ordonné. Okay, ce qui est un peu logique qu'on décroît la température. Donc c'est ça qu'on essaye de caractériser. Et ça va être caractérisé en termes de processus ponctuel limite. Donc ici à gauche le processus de Poisson, quand vous tirez les points en gros uniformément au hasard. À droite les processus qu'on obtient dans les limites des ensembles de Gini. Donc on voit les particules qui se repoussent quand même un peu, c'est pas la même chose.
Et quelque chose qu'on a démontré avec Thomas Leblé, c'est que au lieu de vouloir minimiser W, maintenant, quand vous avez la température, vous allez minimiser un truc qui est W plus une entropie relative, multiplié par 1 sur bêta. Donc en fait, ça va être des processus ponctuels, c'est-à-dire en gros des lois sur les configurations de points infinis. Donc ça reste aléatoire. Et on va comparer au processus de Poisson. Et l'entropie relative, ce qu'elle vous dit, c'est qu'elle vous mesure une sorte de distance au processus de Poisson. Donc ce terme-là, il veut des W petits, il veut minimiser W, donc il veut des configurations, disons, très régulières, comme on a vu avant. Et l'autre, il veut au contraire quelque chose de poissonien, donc très indépendant, comme ça, très irrégulier. Et donc la bêta fixée, en gros, il y a une sorte de balance, de compétition entre les deux. Voilà, donc on peut montrer qu'il y a des processus ponctuels limites à extraction de sous-suite près. Et là, on peut regarder les régimes limites. Donc si bêta est très grand, ben, on retrouve qu'on veut minimiser W. Quand au contraire bêta est très petit, c'est l'entropie qui domine. Et on veut ressembler à un processus de Poisson, etc. Et la dernière chose dont je veux parler, c'est les fluctuations. Donc une des choses qu'on essaye de regarder pour caractériser disons, le comportement à l'ordre suivant, c'est qu'on retranche la mesure d'équilibre et on essaye de tester contre des fonctions test phi, peut-être régulières, peut-être qui vivent à des échelles un peu différentes, peut-être qui sont des indicatrices de boules, donc c'est-à-dire qui comptent le nombre de points. Et ça, en gros, c'est très ouvert, hein, ce genre de problème. Donc voilà un résultat qui a été démontré par Thomas Leblé il n'y a pas très longtemps et qui a résolu une grande question ouverte du sujet, qui était ce que conjecturaient les physiciens, que le gaz de Coulomb 2D, donc là c'est vraiment un cas particulier de tout ce que j'ai raconté, on est uniquement en 2D, l'interaction est uniquement logarithmique, et ce qu'ils appellent, les physiciens appellent ça hyper uniforme, c'est-à-dire que quand vous regardez la variance du nombre de points qui tombent dans une boule, la boule est suffisamment grande, mais plus grande que microscopique, hein. Et ben la variance est beaucoup plus petite que le volume, c'est-à-dire qu'en gros, elle est simplement beaucoup plus petite que celle que vous trouveriez pour un processus de Poisson, qui est celui où, comme j'ai dit, on tire les points de manière aléatoire. Donc là, la variance étant beaucoup plus petite, c'est-à-dire que le processus est beaucoup plus rigide. Et ça, c'était connu quand bêta égale 2, parce qu'on a des calculs explicites grâce aux ensembles de Ginny, mais là, il a démontré pour tout bêta. Et les résultats qu'on avait précédemment, c'était de nouveau le cas 2D log gaz, mais cette fois pour des fonctions test qui sont beaucoup plus régulières. Donc on ne peut pas compter les points qui sont dans une boîte, on peut juste regarder ce qu'ils appellent des statistiques linéaires régulières. On fait cette différence et on trouve que en fait, ça se comporte de manière beaucoup plus petite que ce qu'on croyait, c'est ce qu'on pourrait croire. C'est-à-dire qu'au lieu d'être d'ordre racine de n comme pour un théorème central limite classique, il n'y a pas à normaliser. On trouve une distribution gaussienne limite qui a une moyenne explicite, une variance explicite. Donc voilà les gens qui ont démontré ce théorème, mais il y avait eu des résultats précédents dans le cas 1D log gaz. Donc pour l'instant, c'est essentiellement restreint pour l'instant à cette situation 2D log. Et on aimerait bien comprendre ces choses-là dans un cadre beaucoup plus général. Donc une des formulations du résultat que je viens de montrer, c'est qu'on a convergence vers un champ libre gaussien pour le potentiel électrique. Et comme je vous disais, maintenant on est en train de le faire dans le cas RIS, où on converge vers un champ libre fractionnaire. Donc c'est pas la même limite. Mais c'est intéressant. Donc on essaye, voilà, il y a encore plein de questions sur les extensions de ça à des interactions de RIS assez générales. Et dimension bien sûr beaucoup plus générale. Donc voilà, j'espère vous avoir donné un petit panorama. Et si ça vous intéresse, j'écris un livre un peu sur la question. Donc c'est pour repartir de zéro. Merci de votre attention. Merci pour ce bel exposé. Des questions?
quelque chose qui n'est pas initialement... donc si on a une convergence faible vers une mesure de distribution initiale, mais qu'on ne sait pas que la distance initialement est petite, il y a tout un tas de relaxations à comprendre d'abord. Enfin, c'est comme dans plein de problèmes de DT, les données pas bien préparées. Donc là, on est très loin d'être capable de démontrer... on s'attendrait à ce qu'effectivement, il y ait une sorte de relaxation rapide, puis qu'on soit dans ce régime-là, mais là, ça n'a pas vraiment été étudié. On s'attend pas, Dans le cas du flow gradient, je dirais que oui. Dans un cas conservatif, par exemple, j'aurais tendance à dire que oui. Mais là, il faut vraiment des techniques en plus. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a des conditions un peu particulières sur la fonction de confinement? Est-ce que c'est juste la régularité ou est-ce qu'il y a aussi des hypothèses de convexité? Il n'y a pas besoin qu'elle soit convexe. Il faut juste qu'elle tende vers l'infini, à l'infini en gros. C'est ça qui est important pour que ça confine les particules et qu'on puisse définir une mesure d'équilibre. À dire vrai, c'est même pas nécessaire qu'elle soit continue. Il suffit qu'elle soit... Donc les hypothèses minimales, je les ai mis dans mes notes d'ailleurs, il y a un chapitre sur ça. Mais les hypothèses minimales, c'est d'être semi-continu inférieurement et de ne pas être tout le temps plus l'infini. Donc il faut que... On peut même lui donner des valeurs plus l'infini, donc ça confine, c'est ce qu'ils appellent un confinement hard, ça confine vraiment à un domaine. Il faut juste que la capacité de l'ensemble où elle n'est pas plus infinie soit positive. Donc c'est assez général. Après, si on veut une expression de la mesure d'équilibre en fonction de V, et qu'elle soit utilisable, là il vaut mieux qu'elle soit C2 par exemple, mais si on veut une mesure d'équilibre assez régulière, voilà. Mais ce n'est pas obligatoire pour définir la mesure d'équilibre. Non. Sur la pénalisation anthropique, Ouais. est-ce qu'on a intérêt à choisir un bêta petit ou grand? Là, ça dépend ce qu'on veut. Intérêt, pourquoi? Mais c'est ce qui se passe, c'est-à-dire le bêta qu'on met dans le modèle, il nous fait sortir une entropie. Donc moi j'ai choisi une normalisation particulière là, entre bêta et n, il y a un petit jeu, on peut jouer différemment. Mais la normalisation qui a été choisie là, c'est celle qui fait justement jouer l'entropie sur le même plan que l'énergie au niveau microscopique. C'est-à-dire quand on regarde les trucs zoomés, on voit une compétition entre énergie et entropie. On peut faire des choix différents de scaling, et à ce moment-là, on verra l'entropie jouer à l'échelle macroscopique, par exemple. Donc là, c'était plus intéressant, comme c'est le régime des matrices aléatoires, de regarder comment ça joue au niveau micro. Donc il y a plusieurs régimes possibles. Et ça dépend des modèles qu'on regarde. Merci. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on remercie Sylvia. Avant de passer à la pause, j'ai une micro-annonce à faire. Si vous n'avez pas eu le temps, vous pouvez récupérer votre badge. Et en fait, si vous êtes inscrit au repas du jeudi soir à la cloche, au verso de votre badge, vous avez un carton qu'il faudra penser à ramener à la cloche jeudi soir. Voilà. Donc ne perdez pas, s'il vous plaît.